Le vent d'automne charriait avec lui l'odeur de la décomposition et des choses mourantes, balayant les terres d'Ashwood Hall en grandes rafales qui envoyaient les feuilles cuivrées tournoyer dans les airs, tels des souvenirs amers auxquels on aurait donné forme. Le ciel, bas et gris, pesait sur le domaine, un linceul perpétuel qui semblait convenir à une maison où l'espoir s'était depuis longtemps retiré dans les ombres. Et le silence. Lady Catherine Sinclair se tenait à la fenêtre du salon du matin, ses doigts fins posés contre la vitre froide, tandis qu'elle regardait le jardin se rendre à la mélancolie de la saison, et elle songeait, comme chaque jour à cette heure, que le monde extérieur reflétait parfaitement le paysage de son cœur. Elle avait 23 ans maintenant, bien qu'elle se sentît ancienne d'une manière qui n'avait rien à voir avec les années et tout à voir avec le poids de la honte, porté si longtemps qu'il faisait désormais partie de son squelette même. 7 années s'étaient écoulées depuis cette terrible soirée où le vicomte Hartley avait envoyé ses regrets, des regrets, comme s'il déclinait une invitation à dîner plutôt qu'il ne détruisait l'avenir d'une jeune fille, à la veille même de l'annonce de leur fiançailles. Et au cours de ces 7 années, Catherine avait appris à se faire petite, à se mouvoir dans les pièces comme un fantôme, à ne rien attendre, parce que rien n'était tout ce que la société la jugeait digne de recevoir. Sa tante, la douairière Lady Ashwood, l'aimait farouchement, mais ne pouvait défaire ce qui avait été fait, ne pouvait effacer les murmures qui suivaient Catherine chaque fois qu'elle osait s'aventurer au-delà de ses murs. La jeune fille, trop imparfaite pour être épousée, l'appelaient-ils, bien que personne ne pût dire précisément quelle avait été son imperfection, sinon qu'un homme de bonne réputation l'avait regardée et l'avait jugée insuffisante. Les domestiques connaissaient l'histoire, bien sûr, et bien qu'ils fussent aimables en sa présence, Catherine surprenait parfois les regards de pitié, entendait les conversations à voix basse qui cessaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle avait construit ses journées avec une précision minutieuse, une routine de dignité tranquille qui masquait la profonde mélancolie sous-jacente. Le thé du matin dans ce même salon, la correspondance avec les amis de sa tante qui toléraient encore sa présence, de longues promenades dans le jardin, quel que soit le temps, la broderie l'après-midi, la lecture le soir, et toujours, la conscience que c'était là sa vie désormais, et pour toujours, qu'elle vieillirait dans cette maison, utile à sa tante, jusqu'à ce que la chère femme décède, puis simplement tolérée par le parent qui hériterait du domaine. Le mariage n'était pas une possibilité qu'elle s'autorisait à envisager, car quel homme voudrait d'une femme publiquement jugée indigne par un autre? Elle avait été examinée et jugée en défaut à 16 ans, et le verdict, semblait-il, était permanent et irréversible, gravé dans sa réputation aussi profondément que des mots ciselés dans la pierre. Sa tante avait insisté pour qu'elle assiste à l'assemblée du comté, lui avait pressé la main et avait parlé avec une fermeté si douce que le refus aurait été discourtois. Et c'est ainsi que Catherine se retrouva debout au bord du rassemblement, dans la salle d'assemblée, par une froide soirée de novembre, vêtue d'une robe prune foncée que sa tante avait commandée mais qui, Catherine le soupçonnait, lui donnait l'air d'être en deuil, ce qu'elle était peut-être, en deuil d'une vie qui n'avait jamais été la sienne et ne le serait jamais. La salle brillait de la lueur des bougies, chaude et dorée contre l'obscurité extérieure, remplie de visages familiers qui la saluaient avec ce mélange particulier de pitié et de gêne qui était devenu la musique de fond de son existence, et elle s'apprêtait à compter les minutes jusqu'à un départ respectable, lorsqu'un frémissement parcourut la foule comme le vent sur l'eau, les têtes se tournant vers l'entrée où un homme se tenait, retirant ses gants avec des mouvements qui suggéraient à la fois raffinement et retenue.
Alexandre Blackwood, duc de Thornfield. Catherine sut qui il était avant que quiconque ne murmure son nom, car il y avait en lui quelque chose qui commandait l'attention sans l'exiger. Un homme d'une petite trentaine d'années peut-être, grand et aux larges épaules, vêtu d'un habit de soirée noir qui ne faisait qu'accentuer la sévérité de son port. Ses yeux étaient sombres, presque noirs à la lueur des bougies, enchâssés dans un visage qui était beau de la même manière que le sont les falaises, tout en angles vifs et en lignes intransigeantes, avec une bouche qui semblait avoir oublié comment sourire. Ses mains, remarqua-t-elle, alors qu'il tendait ses gants à un domestique, portaient des cicatrices sur les jointures, les mains d'un homme qui s'était battu et avait survécu, et les murmures de la société lui parvinrent même de l'autre côté de la pièce. Il avait servi dans des guerres étrangères, avait vu des choses qui changent un homme, était revenu en Angleterre 2 ans plus tôt, mais restait principalement sur ses terres, assistant rarement à de tels rassemblements. Les gens l'approchaient avec une déférence teintée de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la peur, et Catherine se surprit à observer, depuis sa position périphérique, fascinée malgré elle par cet homme qui semblait porter la solitude autour de lui comme une cape. Puis, comme si son attention avait assez de poids pour attirer la sienne, le regard du duc traversa la pièce et la surprit en train de l'observer, et leurs yeux se rencontrèrent en un instant que Catherine se rappellerait plus. Tard comme le moment où tout commença à basculer, il y avait de la reconnaissance dans son regard, bien qu'ils ne se fussent jamais rencontrés, comme s'il voyait en elle quelque chose qui résonnait avec quelque chose en lui-même. Il parla doucement à Lord Pembroke, l'hôte de l'Assemblée, ses yeux ne quittant jamais le visage de Catherine, et elle regarda Pembroke répondre, regarda l'expression du duc passer de la curiosité à quelque chose de plus sombre et de bien plus dangereux. Elle sut sans entendre les mots que Pembroke lui relatait son histoire, expliquant qui elle était et ce qu'on lui avait fait, s'attendant peut-être à ce que le duc hoche la tête avec compréhension et tourne son attention ailleurs. Mais au lieu de cela, la mâchoire d'Alexandre Blackwood se crispa, ses mains balafrées se crispèrent sur ses flancs, et ses yeux, lorsqu'ils revinrent vers Catherine, contenaient quelque chose qui lui coupa le souffle, non pas de la pitié, qu'elle avait appris à reconnaître sous toutes ses formes dégradantes, mais une fureur en son nom, froide, maîtrisée et absolument implacable. Lord Pembroke fit les présentations avec un égarement visible, sa voix portant à travers la salle d'assemblée, soudainement silencieuse, alors qu'il présentait le duc de Thornfield à Lady Catherine Sinclair, et Catherine se surprit à faire la révérence à cet homme formidable, dont les yeux sombres retenaient les siens avec une intensité qui lui fit oublier un instant de respirer. « Lady Catherine » dit le duc, sa voix basse et résonnante, portant la trace d'un accent qu'elle ne parvenait pas tout à fait à situer. « Me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» La salle sembla retenir son souffle collectif. 7 années s'étaient écoulées depuis que Catherine avait dansé à un quelconque rassemblement. 7 années depuis que quiconque avait publiquement recherché sa compagnie de cette manière. Et elle sentit le poids de chaque regard sur elle, alors qu'elle plaçait sa main gantée dans la sienne et le laissait la conduire sur la piste de danse, tandis que les musiciens, après un instant d'hésitation surprise, entamèrent une valse. Sa main à sa taille était ferme et correcte, son autre main tenait la sienne avec une douceur qui démentait les cicatrices de guerrier. Et alors qu'il commençait à bouger, elle eut l'impression d'être entrée dans un paysage de rêve, où les règles qui gouvernaient son existence avaient soudainement cessé de s'appliquer. « Vous valsez magnifiquement, Lady Catherine, dit-il, et il n'y avait rien de pitié ou de condescendance dans son ton,
seulement la simple déclaration d'un fait. « Je n'ai pas dansé depuis très longtemps, votre grâce, » répondit-elle prudemment, gardant les yeux fixés sur son foulard, plutôt que de croiser son regard, craignant ce qu'elle pourrait y voir, craignant ce qu'elle pourrait révéler. Alors la société a été privée de quelque chose de charmant, dit-il, et les mots étaient assez formels pour être convenables, mais portaient une nuance qui fit battre son pouls d'une manière à laquelle elle ne se fiait pas entièrement. Ils parlèrent peu tout en se déplaçant à travers les figures de la valse. Il s'enquit de sa résidence, elle répondit avec une brièveté prudente, il mentionna la beauté de la campagne, elle acquiesça avec une prudence égale, mais sous la formalité soignée de leurs paroles, courait un courant de quelque chose d'électrique et d'innommé, une charge dans l'air entre eux que Catherine n'avait jamais ressentie auparavant et ne savait comment interpréter. Il lui parlait comme si le scandale n'avait jamais eu lieu, comme si elle était simplement une dame de bonne réputation digne de son attention et de son respect. Et le sentiment enivrant d'être traité comme une personne de valeur luttait dans sa poitrine avec la suspicion que cela ne pouvait pas être authentique, qu'il devait vouloir quelque chose d'elle, que c'était peut-être un jeu élaboré dont elle ne comprenait pas les règles et dont la fin la laisserait encore plus meurtrie qu'auparavant. La valse se termina trop tôt et dura bien trop longtemps, et alors que le duc la raccompagnait hors de la piste, sa main toujours posée sur son bras, les portes de la salle d'assemblée s'ouvrirent pour admettre un retardataire, et tout le corps de Catherine se glaça d'une reconnaissance viscérale, cellulaire, avant même que ses yeux ne confirment ce que ses instincts savaient déjà. Le vicomte Hartley était entré, sa femme à son bras, la femme qu'il avait épousée 3 mois après avoir envoyé ses regrets à Catherine, la femme qu'il avait clairement préférée depuis le début. Catherine sentit la vieille honte lui monter à la gorge comme de la bile, sentit son sang-froid si soigneusement construit menacé de voler en éclats, sentit le désir familier de fuir, de se cacher, de disparaître dans les murs. Mais la main du duc recouvrit la sienne là où elle reposait sur son bras, une pression stable qui l'ancra sur place, et quand elle osa lever les yeux vers son visage, elle vit qu'il observait le vicomte Hartley avec la même fureur froide et maîtrisée qu'elle avait entrevue plus tôt. Sa mâchoire serrée comme du granit, et ses yeux suivant chaque mouvement, avec l'attention prédatrice d'un faucon observant sa proie. Le duc se présenta à Ashwood Hall 3 jours après l'assemblée, arrivant dans l'après-midi, alors que la lumière de novembre commençait déjà à décliner et que les arbres dénudés projetaient de longues ombres sur l'allée de gravier, et Catherine observa depuis la fenêtre du salon, tandis qu'il descendait de cheval, confiait sa monture à un palefrenier et s'approchait de la maison, avec la même détermination maîtrisée qu'elle avait observée à l'assemblée. Sa tante le reçut avec une courtoisie déconcertée, ses mains, âgées, s'agitant nerveusement alors qu'elle s'enquérait de son voyage et lui offrait des rafraîchissements, et lorsque le duc déclara sans détour qu'il était venu demander la permission de rendre visite à Lady Catherine avec l'intention de lui faire la cour, la tasse de thé de sa tante cliqueta audiblement dans sa soucoupe. La permission fut accordée, car comment refuser un duc? Et ainsi commença une série de visites que Catherine vécut dans un état de confusion perpétuelle, incapable de réconcilier l'intérêt évident de cet homme avec tout ce qu'elle croyait sur son propre statut ruiné. Ils s'assirent sur la terrasse malgré le froid, sa tante positionnée à une distance discrète, mais convenable avec sa broderie, et le duc parla à Catherine de ses domaines, de ses voyages, des livres qu'il avait lus et des endroits qu'il avait vus, la traitant comme si ses opinions comptaient, comme si ses pensées avaient de la valeur. « Vous avez connu la guerre, votre grâce, » dit-elle, lors d'une de ces conversations soigneusement chaperonnées, ayant besoin de comprendre quelque chose
de ce qu'il était sous son extérieur formidable. « En effet, répondit-il, ses yeux sombres fixés sur les siens, et j'ai vu ce que signifie être jugé par d'autres qui ne savent rien de ce que vous avez enduré ou survécu. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'il comprenait sa forme particulière de survie, qu'il reconnaissait le type de guerre qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui creuse néanmoins des tranchées dans l'âme. Il lui apporta des livres de poésie lors de ses visites suivantes, des volumes qui, disait-il, lui rappelaient leurs conversations, et elle fut surprise de découvrir qu'il avait réellement écouté lorsqu'elle avait mentionné son amour pour Wordsworth, qu'il s'était souvenu d'un si petit détail et avait agi en conséquence. Il la regardait lorsqu'il parlait avec une attention qui lui donnait l'impression d'être la seule personne au monde, comme si tout ce qu'elle disait comptait profondément pour lui, et progressivement, malgré chaque instinct défensif qu'elle avait affiné pendant 7 ans, Catherine sentit quelque chose commencer à s'adoucir dans sa poitrine, un endroit gelé qui commençait à dégeler sous la chaleur constante de son estime. Pourtant, elle ne s'y fiait toujours pas, ne pouvait pas s'y fier, car pourquoi un homme de son rang et de son pouvoir poursuivrait-il une femme que la société avait qualifiée d'imparfaite, à moins qu'il ne veuille quelque chose qu'elle ne comprenait pas, à moins qu'il ne s'agisse d'un jeu élaboré dont la fin la détruirait plus complètement que l'abandon du vicomte Hartley ne l'avait jamais fait. Elle l'observait avec une fascination méfiante, ce duc aux mains de guerrier balafré qui lui parlait d'honneur et de justice, qui lui apportait de la poésie, et la regardait comme si elle était précieuse, et elle se demandait ce qu'il voulait vraiment, ce qu'il voyait vraiment quand il la regardait, et si elle survivrait au moment où il détournerait enfin le regard. Les semaines passèrent, l'automne cédant la place aux premières morsures cruelles de l'hiver, et la cour du duc se poursuivit avec une constance qui à la fois réconfortait et terrifiait Catherine, sa présence à Ashwood Hall devenant aussi régulière que la lumière changeante, aussi inévitable que le givre qui argentait maintenant l'herbe du matin. La société observait avec une spéculation croissante les murmures suivant Catherine chaque fois qu'elle s'aventurait au village ou assistait au service du dimanche, et elle sentait le poids de leur examen collectif comme une pression physique sur sa peau, écrasante et inéluctable. Elle se rendit chez la modiste un après-midi gris de décembre pour récupérer une cape réparée, la dame de compagnie de sa tante l'accompagnant comme chaperon, et tandis que la commerçante emballait le vêtement, Catherine entendit les voix de 2 dames dans la pièce adjacente, leur conversation portant clairement à travers le mince mur avec la projection particulière de celle qui se croit inaudible. Le duc de Thornfield et Lady Catherine Sinclair, dit une voix sur un ton de spéculation amusée. On doit se demander quel arrangement existe entre eux, car il ne peut sûrement pas avoir l'intention d'un véritable mariage avec une femme de sa réputation. Ah, t'as dit. La seconde voix, plus basse, mais non moins cruelle, répondit avec un rire qui coupait comme du verre. « Ma chère, c'est parfaitement évident. » Elle lui chauffe le lit jusqu'à ce qu'il se lasse d'elle. Que voudrait d'autre un duc d'une marchandise avariée? Catherine sentit les mots lui transpercer la poitrine avec la précision d'une lame trouvant sa marque entre les côtes, sentit l'air quitter ses poumons, sentit la honte familière monter pour la noyer, et elle quitta la boutique sans récupérer sa cape, sans parler, sans voir, sa vision se rétrécissant en un point de pure survie, alors qu'elle regagnait Ashwood Hall et se retirait immédiatement dans sa chambre, disant à sa tante
qu'elle avait mal à la tête et ne souhaitait pas être dérangée. Elle ne descendit pas pour le dîner, ne répondit pas lorsque sa tante frappa doucement à sa porte, et lorsque le duc arriva l'après-midi suivant pour sa visite habituelle, elle fit dire par un domestique qu'elle était indisposée et ne pouvait le recevoir. Il ne partit pas. Elle entendit sa voix en bas, entendit les réponses inquiètes de sa tante, puis elle entendit ses pas dans l'escalier, et il était à sa porte, frappant avec une fermeté qui ne tolérait aucun refus. Elle ouvrit parce qu'elle n'avait jamais pu rien lui refuser, et il lui suffit d'un regard sur son visage pour entrer sans attendre d'invitation, refermant la porte derrière lui, avec juste assez d'espace pour la bienséance, mais avec un mépris des conventions qui auraient scandalisé les dames mêmes dont les mots l'avaient blessé. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Et sa voix était maîtrisée, mais elle pouvait entendre le tranchant de quelque chose de dangereux en dessous, le guerrier à peine contenu. Catherine sentit quelque chose se briser en elle, une dernière défense s'effondrant, et elle se tourna vers lui avec toute la confusion et la peur accumulée des dernières semaines. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'une émotion qu'elle ne pouvait plus contenir. « Que voulez-vous de moi? De quoi s'agit-il vraiment » Il se tint très immobile, ses yeux sombres fixés sur les siens, et pendant un long moment, il ne dit rien, le silence s'étirant entre eux comme un abîme. Puis il parla, sa voix basse et intense, chaque mot portant le poids d'une conviction absolue. « Je vois votre valeur, Catherine, je vois votre force, l'injustice qui vous a été faite, la grâce avec laquelle vous avez porté un fardeau immérité. Je vois qui vous êtes, sous ce qu'ils ont essayé de vous faire croire que vous êtes. » Mais il ne dit pas qu'il l'aimait, n'offrit pas les mots qui auraient pu l'ancrer, et Catherine resta suspendue dans l'incertitude, craignant d'espérer, craignant de croire, craignant que lorsqu'il détournerait enfin le regard, il lui resterait encore moins qu'avant son arrivée pour remodeler son monde soigneusement, ordonné d'attentes gérées et d'isolement protecteur. Le domaine de Lord Pembroke flamboyait de la lueur des bougies contre l'obscurité de décembre, chaque fenêtre brillant alors que les calèches arrivaient en une procession continue, déversant leurs passagers dans l'air froid de la nuit, où la buée se formait sur la laine. Les bijoux scintillaient et les voix portaient sur le vent avec cette qualité particulière de gaieté forcée qui caractérisait les événements où une guerre sociale était anticipée. Catherine arriva au bras du duc, sa main gantée reposant légèrement sur sa manche, et elle sentit le poids de chaque regard dans le hall d'entrée se tourner vers eux alors qu'ils étaient annoncés, sentit l'onde de spéculation se propager parmi les invités assemblés comme le vent dans le blé, se pliant et se balançant sous leur attention collective. La présence du duc à ses côtés était solide et inflexible, sa main recouvrant brièvement la sienne dans un geste de réconfort avant qu'il n'entre dans le salon où les apéritifs étaient servis, et Catherine vit immédiatement que le vicomte Hartley était présent avec sa femme, celle qui avait été autrefois Miss Eleanor Ashford et était maintenant Lady Hartley, son visage toujours joli mais marqué d'une certaine dureté autour de la bouche qui parlait d'attente déçue. Le dîner fut annoncé et ils se dirigèrent vers la salle à manger selon le rang, ce qui signifiait que le duc était assis près du bout de la table et Catherine, bien qu'étant sa compagne reconnue, fut placée plus bas selon la baronnie plus modeste de son père, une subtile rebuffade sociale que tous les présents comprirent et qui fit brûler ses joues d'une honte familière. Elle se retrouva assise en face de Lord Edmond Rothford, un jeune homme d'environ 25 ans, doté de cette sorte de cruauté désinvolte qui vient de n'avoir jamais subi de conséquences, et à mi-chemin du second plat,
il se tourna vers son voisin d'une voix assez forte pour être entendu et dit « Il faut être prudent en société de nos jours, car il y a des femmes dont la réputation les précède, ce qui rend assez difficile de savoir comment l'on doit se comporter en leur présence. » Les mots restèrent en suspendus dans l'air comme de la fumée, et Catherine sentit ses mains s'immobiliser sur ses couverts, sentit la paralysie familière de la honte commencer à s'insinuer dans ses membres, mais avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle, elle entendit la voix du duc trancher la conversation ambiante avec la précision d'une lame, froide et totalement maîtrisée. « Lord Rochford, je trouve votre conversation aussi fastidieuse que vos manières sont indigentes, et je vous suggère de passer le reste de ce repas en silence, à contempler laquelle est la plus grande de ces défaillances. » La table se tut, chaque invité soudainement fasciné par son assiette, et le visage de Lord Rochford devint cramoisi, mais il ne dit plus rien, intimidé par le ton du duc et la promesse de danger qui le sous-tendait. Le repas se poursuivit dans une formalité tendue, et lorsque les dames se retirèrent au salon, Catherine sentit la tension se resserrer dans sa poitrine, sachant que le pire était encore à venir, et en effet, après que les messieurs les eurent rejointes, Sir Philip Crawley, un baronnet aux moyens confortables et à l'arrogance confortable, s'approcha d'elle là où elle se tenait près de la fenêtre et dit, la langue déliée par le vin et avec un sourire insolent. « Ma chère Lady Catherine, vous devez me dire le secret pour capturer si complètement l'attention d'un duc, car j'avoue que je n'aurais pas pensé que vos atouts particuliers plairaient à un homme au standard si exigeant, à moins bien sûr que votre disponibilité ne s'étende plus largement que ce qui est actuellement annoncé. » Les mots étaient à peine prononcés que le duc était là, son mouvement si rapide et silencieux que Sir Philip sursauta réellement, et la voix du duc, lorsqu'il parla, était douce et d'autant plus terrifiante par son calme. « Vous me rencontrerez à l'aube, Crawley, et amènerez votre second, car vous venez d'acheter l'opportunité de défendre cette insulte avec votre vie. » Le salon sembla retenir son souffle collectif, et le visage de Sir Philip se vida de sa couleur, alors que la réalité de ce qu'il avait provoqué s'abattait sur lui, mais il n'y avait plus de retraite possible, aucune excuse qui suffirait, et il hocha la tête brusquement et balbutia quelque chose au sujet de son second qui se présenterait à celui du duc, et Catherine resta figée tandis que le premier duel se mettait en place, tandis que la conséquence de la cruauté de la société trouvait enfin sa forme dans la violence rituelle, et elle ne savait si elle devait ressentir de l'horreur ou un terrible espoir interdit que peut-être quelqu'un exigerait enfin le paiement pour ce qui lui avait été fait. Catherine apprit l'imminence du duel, non pas du duc lui-même, mais de sa tante, qui apparut au petit-déjeuner le lendemain matin, pâle et tremblante, avec un mot qui avait été livré aux premières lueurs du jour, et les mains de Catherine tremblèrent en lisant le langage formel qui confirmait ce qu'elle avait craint dès l'instant où les mots de Sir Philip avaient quitté sa bouche et où la fureur froide du duc y avait répondu. Elle se rendit immédiatement à Thornfield House, abandonnant toute convenance face à son désespoir, et lorsque le majordome hésita, elle le bouscula avec une force née de la panique. Trouvant le duc dans son bureau en train d'examiner les détails de la rencontre avec son second, et il leva les yeux à son entrée avec une expression qui ne s'adoucit que marginalement en voyant sa détresse. « Vous ne pouvez pas faire cela, » dit-elle, sa voix se brisant sur les mots, et elle traversa la pièce pour se tenir devant son bureau comme une suppliante devant un juge. « S'il vous plaît, Alexandre, je vous en supplie, ne vous battez pas pour moi, ne vous risquez pas pour moi. Je ne vaux pas l'effusion de sang, je ne vaux pas votre vie. Je suis déjà ruiné, et rien de ce que vous ferez ne pourra changer
ce que la société croit de moi. » Il se leva lentement, contournant le bureau pour lui faire face, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit son contrôle minutieux se fracturer, vit quelque chose de brut et de féroce percer la surface de son extérieur composé. « Vous valez tout, » dit-il, et sa voix était rauque d'une émotion qu'il n'essayait plus de contenir. « Vous valez chaque risque, chaque conséquence, chaque goutte de sang qui pourrait être versée pour la défense de votre honneur, et je ne permettrai pas que la cruauté d'esprits étroits reste sans réponse simplement parce qu'on vous a appris à croire que vous méritez leur mépris. » Elle essaya de parler, mais il continua, ses mains venant se poser sur ses épaules avec une douceur qui démentait l'intensité de ses paroles. « Je me battrai, Catherine, et je gagnerai, et peut-être alors commencerez-vous à comprendre que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui vous ont abandonné, mais par la vérité de qui vous êtes. » Le duel eut lieu à l'aube dans un champ hors des limites du village, la brume s'élevant du sol gelé comme le souffle de fantômes, et Catherine n'apprit les détails qu'après coup, bien qu'elle passât ses premières heures du matin à genoux dans la chapelle d'Ashwood Hall, priant un Dieu dont elle n'était pas certaine qu'il écoutait les femmes comme elle. Le rituel se déroula avec la précision formelle d'une danse dont les pas avaient été chorégraphiés par des siècles d'honneur masculin. Les seconds conférant, le médecin se tenant prêt, les deux hommes prenant leur position dos à dos avant de parcourir la distance prescrite sur un sol qui craquait sous leurs bottes avec un bruit d'os qui se brise. Ils se retournèrent, pistolet levé, et dans l'instant suspendu avant que le signal ne soit donné, Catherine s'imaginerait plus tard pouvoir sentir le poids de ce silence, pouvoir sentir le terrible potentiel de la violence sur le point de se déchaîner en son nom. Les coups de feu retentirent presque simultanément, et la balle de Sir Philip se perdit, sa main tremblant trop pour viser juste. Mais la visée du duc était stable comme la pierre, et son tir atteignit Sir Philip à l'épaule avec assez de force pour le faire tournoyer et tomber à genoux, la blessure délibérée et précise, douloureuse mais pas fatale, une déclaration écrite à la poudre à canon et au sang. La nouvelle se répandit dans le comté à la vitesse d'un feu de forêt, porté par les domestiques, les valets de chambre et le médecin qui avait soigné le baronnet déchu, et Catherine s'assit dans son salon cet après-midi-là, recevant la nouvelle avec une étrange torpeur, déchirée entre l'horreur de ce qui avait été fait et un espoir interdit et terrifiant que peut-être la volonté du duc de tout risquer signifiait qu'elle comptait vraiment pour lui, qu'elle n'était peut-être pas simplement une cause à défendre, mais une femme digne d'être défendue, digne qu'on se batte pour elle, digne du danger qu'il avait affronté dans la brume froide de l'aube, pour le bien de son honneur terni et impossible. 3 jours après le premier duel, Catherine assista à une réception en plein air au domaine de Madame Aldridge, avec une réticence considérable. Sa présence n'étant assurée que par l'insistance douce du duc à ce qu'elle ne se retire pas dans la clandestinité malgré la violence récente exercée en son nom, et l'après-midi était doux pour un mois de décembre, avec un faible soleil filtrant à travers les branches nues et des dames se promenant sur les sentiers du jardin d'hiver, dans leurs plus chaudes pelisses, tandis que les messieurs se rassemblaient près de la serre, fumant et discutant de politique et de sport. Catherine se tenait près de la fontaine avec sa tante, essayant de paraître calme, tout en étant parfaitement consciente des murmures qui suivaient ses déplacements à la fête, et c'est là qu'elle entendit Lady Beatrice Hallwell parler à Madame Pemberton d'une voix juste assez forte pour être entendue. Il faut admirer la nature charitable du duc, bien que j'avoue ne pas comprendre son
attachement à des biens de seconde main quand un homme de son rang pourrait choisir parmi les plus belles de la saison, mais peut-être préfère-t-il ce qui a déjà été examiné et jugé insuffisant par d'autres, car il y a moins de mystère et donc moins de déception dans la transaction. Les mots frappèrent Catherine comme un coup physique, lui coupant le souffle et faisant monter la chaleur familière de la honte à ses joues, mais avant qu'elle ne puisse se retirer ou composer une réponse, elle vit le duc se détacher du groupe de messieurs avec l'intensité concentrée d'un prédateur qui a repéré une proie vulnérable, et il traversa la pelouse à grandes enjambées délibérées qui l'amenèrent à se tenir devant Lady Béatrice avec une expression de fureur si froide que le sourire confiant de la dame vacilla et mourut. « Lady Béatrice, dit-il, sa voix portant à travers le jardin soudainement silencieux, vous venez d'insulter ma fiancée, et je trouve que je ne peux laisser passer une telle discourtoisie sans conséquence. » L'utilisation de ce mot, fiancée, provoqua un choc en Catherine plus puissant que n'importe quelle insulte, car il n'avait jamais auparavant revendiqué ainsi publiquement sa relation avec elle, n'avait jamais défini leur lien avec une clarté aussi indiscutable devant des témoins qui porteraient la nouvelle dans tous les salons de Trois-Comtés. Lady Béatrice pâlit, sa main voletant à sa gorge, et elle balbutia quelque chose au sujet de plaisanterie, mais l'attention du duc s'était déjà portée sur son frère, Lord James Holwell, qui s'était approché au son des voix élevées. « Votre sœur a mis en doute l'honneur de la femme que j'ai l'intention d'épouser, » l'informa le duc avec une courtoisie terrible, « et je dois exiger que vous obteniez ces excuses immédiates et publiques, ou que vous me rencontriez pour défendre ces paroles avec votre vie. » Lord James, un homme d'environ 30 ans avec plus d'orgueil que de bon sens, se redressa avec une dignité offensée et déclara que sa sœur n'avait fait que dire une observation honnête, que la vérité ne pouvait être considérée comme une insulte, et que si le duc choisissait de s'embarrasser de marchandises avariées, c'était sa propre affaire, mais n'obligeait pas le reste de la société à faire semblant du contraire. Le second duel fut arrangé avant même que Catherine ne puisse tenter d'intervenir, et bien qu'elle essayât de parler en privé avec le duc ce soir-là, il fut immuable comme la pierre, la mâchoire serrée et les yeux sombres de détermination, et lorsqu'ils se rencontrèrent à l'aube 2 matins plus tard dans le même champ brumeux, le tir du duc érafla le bras de Lord James avec assez de force pour le faire trébucher en arrière, et la nouvelle se répandit dans la société à la vitesse d'un scandale que le duc de Thornfield ne tolérerait aucun manque de respect envers Lady Catherine Sinclair, qu'il s'était maintenant battu 2 fois pour sa défense et montrait toutes les indications de se battre à nouveau si on le provoquait. Et Catherine commença à remarquer un changement subtil dans la façon dont elle était traitée. Certaines dames offrant des hochements de tête prudents en signe de reconnaissance, certains messieurs s'écartant pour la laisser passer avec une déférence nouvelle, bien qu'elle sentît aussi un ressentiment croissant parmi certains membres de la société qui considéraient les méthodes du duc comme tyranniques, comme si sa demande de courtoisie élémentaire envers elle était en quelque sorte une atteinte à leur liberté d'être cruelle, et elle resta prise entre la gratitude pour sa défense inébranlable et une confusion grandissante quant à ce qui poussait un homme à de telles extrémités pour une femme que la société avait déjà jugée et trouvée indigne. La crise intérieure de Catherine s'approfondit dans les jours qui suivirent le second duel, jusqu'à devenir un poids constant pressant contre ses côtes à chaque respiration, et elle se trouva incapable de dormir la nuit, allongée dans son lit à Ashwood Hall, tourmentée par des questions qui tournaient dans son esprit comme des oiseaux charognards au-dessus d'un champ de bataille. Le duc agissait-il par pitié, par un sens mal avisé de la chevalerie envers une femme qu'il considérait comme une cause caritable, ou s'agissait-il de sa propre fierté, de son refus de laisser la société remettre en question son jugement
en choisissant de s'associer à elle plutôt que d'un véritable égard pour elle en tant que personne? Elle était reconnaissante, désespérément, pour sa défense de son honneur, alors que personne d'autre ne s'était soucié de parler en son nom pendant 7 longues années. Mais la gratitude elle-même ressemblait à une autre forme de dette, un autre poids d'obligation, et elle ne pouvait supporter l'idée qu'il puisse se risquer à plusieurs reprises par entêtement ou arrogance aristocratique, plutôt que par un sentiment sincère, ne pouvait supporter d'être la cause de la violence, même s'il insistait sur le fait qu'elle n'était pas à blâmer. 3 jours après la blessure de Lord James Holwell, Catherine envoya un mot à Thornfield House pour demander une audience privée. Et lorsque le duc arriva à Ashwood Hall cet après-midi-là, elle ne le rencontra pas dans le salon formel, mais dans le jardin d'hiver, où les tiges de roses nues grimpaient sur les treillis comme les restes squelettiques de la beauté estivale, et elle se tint le dos tourné à lui pendant un long moment, avant de se retourner pour lui faire face avec un sang-froid qui lui coûta tout ce qu'elle avait. « Je dois vous libérer de toute obligation que vous ressentez envers moi, » dit-elle, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains qu'elle serrait fermement devant elle. Je ne peux supporter d'être la cause de cette violence, ne peux vivre avec la connaissance que des hommes sont blessés, que du sang est versé, que vous vous risquez encore et encore pour moi, et je préférerais retourner à ma tranquille obscurité, plutôt que de vous regarder vous détruire, vous et les autres, pour défendre une réputation qui est déjà au-delà de toute rédemption. L'expression du duc s'assombrit, et il combla la distance entre eux en 2 longues enjambées, ses mains venant se poser sur ses épaules, alors qu'il la regardait de haut avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous n'êtes pas la cause, Catherine, » dit-il, et sa voix portait une conviction féroce qui semblait résonner dans ses os mêmes. Leur cruauté est la cause, leur détermination vicieuse à vous punir éternellement pour le péché d'avoir été abandonné par un lâche, leur refus de voir votre valeur ou de vous permettre un chemin vers la rédemption, je ne suis que la conséquence de leur choix, le prix qu'ils doivent payer pour leur destruction désinvolte d'une femme qui méritait mieux de leur part à tous. Elle secoua la tête, les larmes menaçant, malgré sa détermination à rester calme, et murmura qu'elle ne comprenait pas pourquoi il se souciait tant, pourquoi un duc mettrait en jeu sa réputation et sa sécurité pour une femme que la société avait déjà jugée indigne. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit son contrôle minutieux se fracturer complètement alors qu'il l'attirait pour s'asseoir à côté de lui sur le banc de pierre et parlait d'une voix rauque d'émotion d'une femme qu'il avait aimée des années auparavant, avant les guerres, une jeune femme de bonne naissance dont la réputation avait été détruite par des rumeurs jamais prouvées mais jamais oubliées, et comment il avait été trop jeune et trop soucieux de sa propre position pour la défendre publiquement. Comment elle était morte d'une fièvre alors qu'elle était encore marquée comme déchue, et comment il avait porté la culpabilité de son échec depuis lors, s'était juré que s'il avait un jour la chance de protéger quelqu'un confronté à une telle injustice, il n'échouerait pas à nouveau, ne laisserait pas la cruauté de la société sans réponse, serait le défenseur qu'il aurait dû être auparavant, et quand il avait regardé Catherine de l'autre côté de cette salle d'assemblée, il avait vu non seulement sa situation, mais sa chance de rédemption, son opportunité d'être l'homme qu'il aurait dû être alors, bien qu'il admît d'une voix à peine plus haute qu'un murmure que c'était devenu bien plus que cela maintenant, que quelque part dans leur conversation et leur cour prudente, il avait commencé à la voir, non pas comme une cause, mais comme une femme dont la force et la grâce avaient capturé quelque chose en lui qu'il avait cru mort, et il lui demanda s'il vous plaît de ne pas le renvoyer,
de ne pas lui refuser la chance d'être digne de l'homme qu'elle croyait qu'il était. La saison mondaine se poursuivit avec une tension cassante qui semblait imprégner chaque rassemblement, comme si la société elle-même retenait son souffle, attendant de voir jusqu'où le duc de Thornfield irait dans sa défense de Lady Catherine Sinclair. Et c'est lors d'une soirée musicale organisée par la marquise de Westerly que le fragile équilibre se brisa finalement de la manière la plus dévastatrice possible. Catherine y assista au bras du duc, et la soirée s'était déroulée avec une civilité prudente jusqu'à l'entracte, où elle se trouva près de la table des rafraîchissements et prit conscience d'une présence à son épaule, le vicomte Hartley, plus âgé maintenant et quelque peu diminué, son visage portant les marques d'un homme qui n'avait pas trouvé le bonheur qu'il avait anticipé en abandonnant une jeune fille de 16 ans à la veille de leur fiançailles. « Lady Catherine », dit-il doucement, et sa voix portait un tremblement qu'elle n'avait jamais entendu dans leur jeunesse. « Je me demandais si je pouvais vous parler un instant. » Elle se tourna pour lui faire face, le cœur battant sauvagement contre ses côtes, et elle vit dans ses yeux quelque chose qui aurait pu être du regret ou simplement un malaise face au changement social qui l'avait élevé hors de sa portée. « J'ai voulu vous dire, continua-t-il, ces mots sortant en un flot précipité comme s'il les avait répétés de nombreuses fois, que je suis désolé pour ce que j'ai fait il y a des années, pour ma lâcheté en abandonnant notre engagement, pour avoir laissé les objections de ma famille et ma propre faiblesse l'emporter sur ce que je savais être déshonorant, et j'espère que vous pourrez trouver dans votre cœur de pardonner. » Mais il ne termina jamais ses excuses, car le duc apparut aux côtés de Catherine avec l'inévitabilité soudaine d'un orage, et la température dans la pièce sembla chuter, alors qu'il regardait Hartley avec une expression de fureur si à peine contenue que plusieurs invités à proximité reculèrent instinctivement. « Vous ne lui parlerez pas, » dit le duc, d'une voix qui porta à travers la salle de musique avec une clarté terrible, et Catherine vit le visage de Hartley rougir d'un mélange de honte et d'orgueil défensif. « Je ne faisais que présenter des excuses attendues depuis longtemps, » dit Hartley, se redressant avec la dignité qu'il put rassembler. « Sûrement même vous ne pouvez vous opposer à un gentleman qui tente de réparer ses erreurs passées. » Le rire du duc fut froid et sans humour. « Réparer ? Vous croyez que des mots prononcés 7 ans trop tard constituent une réparation pour la destruction que vous avez causée ? Pour les années qu'elle a passées dans l'isolement et la honte, parce que vous étiez trop faible pour vous opposer aux préjugés de votre famille. » L'expression de Hartley se durcit et Catherine vit la vieille arrogance refaire surface, alors qu'il disait « Je commence à penser, Thornfield, que vous êtes manipulé par une femme de vertu douteuse qui a réussi à vous convaincre de mener une guerre en son nom, et je me demande si vous comprenez vraiment la nature de l'attachement que vous défendez. » La demande de réparation du duc vint avant que Catherine ne puisse reprendre son souffle, sa voix tranchant le silence soudain comme une lame, et elle sut avec une certitude glaciale que ce duel serait différent des autres, car il ne s'agissait pas d'un bavardage irréfléchi ou d'un étranger malveillant, mais de l'architecte originel de sa ruine, et le poids de 7 années d'injustice pesait entre les deux hommes comme une présence physique. Cette nuit-là, incapable de dormir, Catherine se rendit auprès du duc dans son bureau à Thornfield House et lui raconta enfin tout, non seulement les faits bruts de son abandon, mais l'histoire complète de la façon dont Hartley l'avait courtisée avec une dévotion apparente. Comment elle s'était crue aimée, comment il s'était retiré sans explication la veille de l'annonce de leur fiançailles, et comment elle avait passé des années à croire qu'elle devait être fondamentalement imparfaite pour qu'il parte si complètement, et pendant qu'elle parlait, le duc écoutait avec une expression de douleur et de rage si grande en son nom
qu'elle pleura pour la première fois en sa présence, et il la tint dans ses bras, tandis qu'elle pleurait enfin la jeune fille qu'elle avait été avant que la honte ne lui apprenne à se faire petite. Le duel avec le vicomte Hartley fut fixé à l'aube du 5 novembre à Ashfield Meadow, une étendue de terre gris-vert enveloppée dans la brume matinale, comme un linceul. Et Catherine n'avait pas dormi de la nuit, allongée dans son lit à Ashwood Hall, écoutant le vent faire cliqueter les vitres, tandis que son esprit rejouait chaque instant de la soirée où le duc l'avait tenue dans ses bras alors qu'elle pleurait et lui avait dit que Hartley répondrait de ce qu'il avait fait. Et bien que le duc lui ait interdit d'assister à la rencontre, elle s'était levée avant les premières lueurs, s'était vêtue de sa cape la plus sombre et avait suivi les traces de la calèche à travers le froid matin de novembre jusqu'à atteindre le bord du pré, où elle se dissimula derrière un bosquet de chênes nus, son souffle s'échappant en nuages blancs, tandis qu'elle regardait les deux hommes prendre leur position avec le chirurgien, et les seconds se tenant à la distance prescrite, et elle n'avait jamais rien vu d'aussi terrible que le moment où le duc et Hartley se firent face à travers cette étendue d'herbe argentée par le gel, avec le poids de 7 années d'injustice suspendu entre eux comme quelque chose de physique et de malveillant. Hartley paraissait pâle et diminué dans la lumière grise de l'aube, son visage, pourtant les marques d'une nuit sans sommeil, mais il y avait encore de la fierté dans la tenue de ses épaules, encore cette vieille arrogance qui lui avait permis de détruire la vie d'une jeune fille sans conséquence suffisante, et Catherine sentit ses mains se crisper à l'intérieur de sa cape, tandis qu'elle regardait les hommes recevoir leurs pistolets, et entendait le second annoncer les termes de l'engagement d'une voix qui semblait incroyablement forte dans le silence du matin, et quand l'ordre de prendre leur position vint, les deux hommes se tournèrent et commencèrent le lent décompte des pas qui déterminerait si cela se terminerait par le sang, l'honneur ou la mort. Le duc se déplaçait avec la précision maîtrisée d'un homme qui avait déjà fait face à la mort et avait fait la paix avec elle, tandis que les pas de Hartley semblaient moins assurés. Et lorsqu'ils atteignirent leur marque et se retournèrent pour se faire face, Catherine vit sur le visage du duc une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas de la rage, pas de la haine, mais un jugement froid et absolu qui semblait percer à travers toutes les années et toutes les excuses jusqu'à la lâcheté essentielle au cœur de ce que Hartley lui avait fait. L'ordre de tirer brisa le silence du matin et les pistolets des deux hommes se déchargèrent simultanément, la fumée s'épanouissant dans l'air froid, et le cœur de Catherine s'arrêta alors qu'elle vit Hartley chanceler en arrière, la main agrippée à son côté, tandis que le duc restait debout, parfaitement immobile, son arme abaissée, et elle réalisa que Hartley avait complètement manqué sa cible, son tir s'étant perdu dans sa nervosité, tandis que la balle du duc avait déchiré le manteau du vicomte et éraflé ses côtes dans une frappe précise qui aurait pu tuer, mais avait été délibérément mesurée pour blesser et avertir plutôt que pour détruire. Hartley s'effondra à genoux, plus par choc que par la blessure, le visage blanc comme la brume. Et le duc traversa lentement l'herbe pour se tenir au-dessus de lui, avec une terrible autorité silencieuse. Et bien que Catherine ne pût entendre ses paroles depuis sa cachette, elle vit Hartley tressaillir, comme s'il avait été frappé, et baisser la tête en signe de défaite complète. Et elle comprit que le duc rendait un jugement non seulement pour le duel, mais pour tout ce qui avait précédé, pour l'abandon, la honte et les années d'isolement. Et l'humiliation publique de Hartley, à ce moment-là, fut plus complète que n'importe quelle blessure physique n'aurait pu l'être. Et tandis que Catherine regardait, le cœur battant et les larmes coulant sur ses joues froides, elle sentit quelque chose bouger au plus profond d'elle-même, comme la première fissure dans la glace,
qui a tenu bon pendant un long hiver. Et c'était le début de la croyance véritable, qu'elle avait peut-être mérité d'être, défendue depuis le début, que peut-être la foi du duc en sa valeur n'était pas de la pitié mal placée ou de l'orgueil aristocratique, mais la reconnaissance de quelque chose de réel et de vrai qu'elle avait cessé de pouvoir voir en elle-même, et pour la première fois en 7 ans, elle s'autorisa à imaginer que la rédemption pourrait être réellement possible. L'automne s'approfondit pour devenir un début d'hiver, avec cette qualité de lumière grise particulière qui donne au monde l'impression d'être suspendu entre les saisons. Et la société resta amèrement divisée dans sa réponse à la défense sans précédent de Lady Catherine Sinclair par le duc de Thornfield. Car si certains membres de l'aristocratie avaient commencé à parler avec admiration de sa loyauté inébranlable et de la nature honorable de sa campagne contre ceux qui avaient calomnié une femme innocente, d'autres murmuraient qu'il était devenu dangereusement obsédé et que sa volonté de répondre à toute offense par des pistolets à l'aube représentait un défi à l'ordre social même qui soutenait leur monde. Et ce furent ces dernières voix, pleines de ressentiment, sur la défensive et déterminées à prouver qu'un duc ne pouvait pas simplement refaire la société par la force de sa volonté et sa supériorité au tir, qui menèrent à 4 autres provocations délibérées au cours des semaines suivantes, chacune plus calculée que la précédente. Le 4e duel survint lorsque M. Geoffrey Ashton, un gentleman de rang moyen, mais d'une méchanceté considérable, composa une comptine grossière sur Catherine qui circula dans les clubs et les salons de Londres jusqu'à parvenir aux oreilles du duc. Et bien qu'Ashton tentât de prétendre que ce n'était qu'une plaisanterie, la demande de réparation du duc fut immédiate et implacable, et ils se rencontrèrent par un matin glacial de fin novembre où le tir du duc brisa le bras tenant le pistolet d'Ashton et envoya un message clair que les mots pouvaient blesser aussi sûrement que les balles et recevraient une réponse en conséquence. Le 5e duel suivit dans les 15 jours lorsque le capitaine Richard Vance, enhardi par le brandy et les encouragements de ses compagnons chez White's, mit publiquement en doute la vertu de Catherine en des termes si explicites que 3 témoins distincts se sentirent obligés d'en informer le duc. Et bien que Vance fût connu comme un excellent tireur avec une expérience militaire, il se retrouva face à un homme dont la précision n'était pas née de la pratique, mais d'une conviction absolue. Et l'épaule du capitaine porta la réponse du duc pendant des mois. Le 6e duel découla de la suggestion de Lord Thomas Pemberton, lors d'un dîner, que Catherine avait d'une manière ou d'une autre piégé le duc par des moyens inconvenants, qu'une femme de sa position compromise devait avoir employé des ruses féminines d'une nature douteuse pour s'assurer la dévotion d'un homme aussi redoutable, et lorsque ces mots parvinrent au duc, il se présenta à la résidence de Pemberton le soir même, avec une fureur froide dans les yeux et un défi qui ne pouvait être refusé. Et leur rencontre à l'aube se solda par une balle de Pemberton dans la cuisse, qui le laissa avec une claudication permanente et un silence permanent sur le sujet de la future duchesse. Le 7e et dernier duel eut lieu à la mi-décembre, lorsque Sir Charles Weatherby, ivre, sur la défensive et plein de ressentiment face au bouleversement social que le duc avait provoqué, prétendit bruyamment au bal de Lady Winterton qu'on lui avait offert les faveurs de Catherine des années auparavant. Un mensonge si transparent et vil que même ses propres amis pâlirent en l'entendant. Mais le mal était fait et le défi du duc fut lancé avant que Sir Charles ne puisse dessaouler assez pour réaliser l'ampleur de son erreur. Et leur rencontre dans le champ givré au solstice d'hiver fut brève et brutale. Sir Charles, réussissant par pure chance à égratigner le bras du duc
avant de recevoir une balle dans le flanc qui le laissa haletant dans l'herbe gelée, tandis que le duc se tenait au-dessus de lui, avec une expression qui promettait la mort s'il y avait jamais une 8e offense, et lorsque la nouvelle de ce duel final se répandit dans la société comme une traînée de poudre, il y eut enfin une compréhension collective que la patience du duc de Thornfield avait été mise à l'épreuve jusqu'à sa limite extrême, et que personne, ni lord, ni lady, ni gentleman de quelque rang que ce soit, ne survivrait à une tentative de continuer la persécution de Lady Catherine Sinclair. Après le 7e duel, la résistance de la société céda finalement comme une digue qui aurait trop longtemps résisté à la montée des eaux, et dans les jours qui suivirent l'humiliation de Sir Charles Weatherby dans le champ gelé, personne, ni dans les salons de Mayfair, ni dans les salles d'assemblée de la campagne, ni dans les clubs exclusifs où les gentlemen se réunissaient pour boire et bavarder, n'osa prononcer un seul mot contre Lady Catherine Sinclair, car le duc de Thornfield avait rendu dévastateurement clair qu'une telle parole serait répondue par la poudre et le plomb à l'aube, et le souvenir collectif de cet homme blessé servait de monument à sa résolution inébranlable. Mais la victoire eut un coup que Catherine n'avait pas pleinement compris, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'improviste à Thornfield House 3 jours après le duel final, et trouve le duc seul dans son bureau, la lumière de l'après-midi d'hiver se glissant à travers les hautes fenêtres et illuminant un homme qui paraissait profondément las, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'épuisement physique. Il se tenait près de la cheminée, une main appuyée sur le manteau et la tête baissée, comme si le poids de tout ce qu'il avait fait s'était enfin abattu sur ses épaules, et lorsqu'il se tourna au son de son entrée, elle vit dans ses yeux sombres quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une vulnérabilité si complète qu'elle lui coupa le souffle, car ce n'était pas le redoutable guerrier qui avait affronté cet homme avec une précision inébranlable, mais plutôt un homme qui avait porté le fardeau de la violence même lorsque cette violence était mesurée et juste, et elle comprit à cet instant que chaque duel lui avait coûté quelque chose d'essentiel. Chaque rencontre à l'aube l'avait obligé à devenir une version de lui-même qu'il aurait préféré laisser derrière lui sur les champs de bataille de son passé. Elle remarqua alors le bandage taché de sang enroulé autour de son avant-bras gauche, là où le tir chanceux de Sir Charles l'avait éraflé, et sans demander la permission, elle traversa la pièce, prit doucement son bras dans ses mains et commença à défaire le linge souillé avec des doigts prudents tandis qu'il la regardait en silence, et en travaillant, elle sentit le tremblement de ses muscles, la chaleur de sa peau et la terrible intimité de ce moment où elle pouvait enfin s'occuper de lui comme il l'avait défendu. Et lorsque la blessure fut révélée, une éraflure nette qui avait plus saigné qu'elle n'avait causé de dommages, elle la nettoya avec de l'eau du bassin sur son bureau et la banda avec du linge frais de son réticule, ses mains stables, même si son cœur battait avec tous les mots qu'elle n'avait jamais pu prononcer. Et quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers son visage et posa la question qu'elle avait eu peur d'exprimer pendant toutes les semaines de cours et de conflits. « Pourquoi moi, vraiment ?» Et elle regarda son contrôle minutieux se briser enfin comme du verre frappé par une pierre, et il leva sa main non blessée pour toucher son visage avec une douceur qui semblait impossible chez un homme qui venait de se battre en 7 duels, et sa voix, lorsqu'il parla, était rauque d'une émotion longtemps réprimée, alors qu'il lui disait que dès le tout premier instant où il l'avait vue, se tenant au bord de cette salle d'assemblée 7 mois plus tôt, observant le monde avec des yeux qui contenaient à la fois du chagrin et une dignité intacte, il avait reconnu en elle une âme sœur, quelqu'un qui avait enduré le jugement et y avait survécu, quelqu'un qui avait été rabaissé par la cruauté des autres, mais refusait de se rabaisser elle-même,
quelqu'un dont la force tranquille valait plus que toute l'approbation superficielle d'une société, qui mesurait la valeur à la réputation plutôt qu'au caractère, et tandis que Catherine écoutait sa confession, elle sentit quelque chose de fondamental changer en elle, comme la dernière serrure s'ouvrant sur une porte qu'elle avait maintenue barrée pendant 7 ans. Le duc prit une inspiration, tremblante, et prononça des mots qui semblaient lui coûter tout ce qui lui restait après 7 duels et des mois de retenue prudente, disant à Catherine qu'il l'aimait, non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, ou parce que sa fierté exigeait qu'il défende ce qu'il avait revendiqué, mais à cause de qui elle était dans l'essence la plus profonde de son être, à cause de la force dont elle avait fait preuve en endurant des années de honte injuste, sans que cela ne la rende cruelle ou amère, à cause de la grâce avec laquelle elle s'était comportée dans une société qui l'avait jugée indigne, alors que l'indignité appartenait entièrement à ceux qui l'avaient jugée, parce que lorsqu'il la regardait, il ne voyait pas une femme diminuée par le scandale, mais une âme qui avait été éprouvée par le feu et en était ressortie avec une dignité que la plupart des gens ne posséderaient jamais, même s'ils vivaient 100 ans sans être touchés par l'adversité. Et tandis que ces mots se déversaient dans le bureau éclairé par le feu, Catherine sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur, ces fortifications prudentes, érigées brique par brique pendant 7 années d'isolement protecteur, commencer à s'effriter comme d'anciens remparts, cédant enfin à un siège inévitable. Et des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle admettait d'une voix qui tremblait sous le poids de la confession qu'elle était tombée amoureuse de lui, presque depuis cette première valse, où il l'avait regardée comme si elle était précieuse, plutôt que ruinée. Mais elle avait eu trop peur de croire que cela pouvait être réel, trop conditionnée par des années de honte, pour faire confiance qu'un homme comme lui pourrait vraiment vouloir d'une femme comme elle, trop certaine qu'il finirait par voir ce que le vicomte Hartley avait vu, et la trouverait déficiente d'une manière essentielle qu'elle ne pourrait jamais nommer ou remédier. Et le duc attrapa ses larmes avec ses pouces, et lui dit que Hartley avait été un imbécile et un lâche qui avait regardé une jeune fille et n'avait pas réussi à voir la femme extraordinaire qu'elle deviendrait. Puis il l'embrassa avec une tendresse qui semblait contenir toute la dévotion qu'il avait démontrée par la poudre et le plomb à l'aube, mais transmuée en quelque chose d'infiniment plus doux, et Catherine lui rendit son baiser avec 7 années de solitude et de désir dissoutes dans ce seul moment de connexion. Et quand ils se séparèrent enfin, tous deux tremblaient, et tous deux comprirent que quelque chose d'irrévocable avait changé entre eux. Et le duc ne recula que le temps d'atteindre la poche de son gilet et d'en sortir une bague, un saphir entouré de diamants qui attrapa la lumière du feu et projeta des étincelles bleues sur les murs du bureau. Et il lui dit qu'il la portait depuis des semaines, attendant le moment où elle serait prête à croire. En sa dévotion, attendant qu'elle se voie comme il l'avait vue depuis le tout début, puis il s'agenouilla devant elle en une demande en mariage formel, et lui demanda si elle lui ferait l'honneur de devenir sa femme, sa duchesse, sa partenaire en toutes choses, pour les années qui leur seraient accordées. Et Catherine baissa les yeux sur cet homme redoutable à genoux devant elle, et dit oui, à travers des larmes qui n'étaient plus nées de la honte ou du chagrin, mais d'un soulagement et d'une joie si profonds qu'elle pouvait à peine respirer. Et lorsqu'il glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, elle pleura contre sa poitrine et le sentit la tenir comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et pour la première fois en 7 ans, Catherine Sinclair s'autorisa à croire qu'elle l'était peut-être. L'annonce des fiançailles parut dans les journaux du matin 3 jours après la demande en mariage du duc, et provoqua une onde de choc dans une société qui avait appris, au travers de 7 duels, à ne pas exprimer ouvertement ses objections,
mais qui nourrissait encore d'innombrables réserves privées concernant une union entre l'un des pères les plus puissants d'Angleterre et une femme qu'elle avait passé 7 ans à rejeter comme une marchandise avariée. Mais personne n'osa s'y opposer là où le duc pourrait l'entendre, et les murmures restèrent donc confinés au salon privé, tandis que les félicitations publiques affluaient vers Ashwood Hall avec toute la sincérité d'une rivière forcée de remonter son cours. Et Catherine lut les avis avec des mains qui tremblaient légèrement en tenant le papier journal, et réalisa que son nom était désormais lié irrévocablement au sien en lettres noires formelles qui déclaraient à toute l'Angleterre ce qu'il avait déjà prouvé par la poudre et le plomb, qu'elle était digne d'être appelée sa fiancée, son intention, sa future duchesse. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement sous l'orchestration minutieuse du personnel de maison du duc et de la tante âgée de Catherine, qui se jeta dans la planification avec une énergie que personne ne lui avait vue depuis des années, et au fil des semaines, Catherine observa sa propre transformation avec un émerveillement qui frisait l'incrédulité, car elle se surprit à tenir la tête plus haute lorsqu'elle traversait le village, à sourire plus librement lorsqu'elle rencontrait des voisins qui avaient autrefois chuchoté derrière leurs mains à propos de sa honte, à se réapproprier des espaces qu'elle avait évités pendant des années, comme la bibliothèque de prêt et les meilleures boutiques où se rassemblaient les dames de qualité. Et bien que certains la regardassent encore avec un jugement mal dissimulé, elle découvrit que leurs opinions n'avaient plus le pouvoir de la blesser comme autrefois, car elle portait la bague de saphir du duc à son doigt et la certitude de son amour comme une armure contre les flèches de la censure sociale. Le duc l'impliqua dans chaque décision concernant leur avenir avec un respect qui l'étonna, lui demandant son avis sur laquelle de ses propriétés deviendrait leur résidence principale, la consultant sur les arrangements domestiques et les nominations du personnel, faisant même présenter par son notaire des contrats de mariage qui lui accordaient un degré inhabituel d'indépendance financière et d'autonomie juridique, car il lui fit comprendre qu'il ne voulait pas d'une épouse décorative qui s'en remettrait à son jugement en toutes choses, mais plutôt d'une partenaire égale qui partagerait la gouvernance de leur vie commune. Et Catherine sentit quelque chose de fondamental changer en elle en réalisant qu'il avait vraiment l'intention de la traiter comme une personne de valeur et d'action, plutôt que comme une propriété acquise par le mariage. Un après-midi de fin d'hiver, sa tante la trouva dans le salon du matin, en train d'examiner des échantillons de tissu pour de nouveaux rideaux à Thornfield Park, et la vieille femme s'arrêta sur le seuil, des larmes coulant sur ses joues ridées. Et lorsque Catherine leva les yeux, alarmée, sa tante secoua simplement la tête et dit à travers ses pleurs qu'elle avait désespéré de voir un jour ce jour, avait passé 7 ans à regarder sa nièce bien-aimée se retirer de plus en plus dans un isolement protecteur, et avait prié chaque nuit pour un miracle qui rendrait à Catherine le bonheur qu'elle méritait. Et maintenant, la voir préparer un mariage avec un homme qui la chérissait si clairement était plus qu'elle n'avait jamais osé l'espérer. Et Catherine se leva, embrassa sa tante et sentit des larmes glisser sur ses propres joues en comprenant combien de personnes avaient porté le poids de sa honte à ses côtés, comment sa souffrance avait rayonné pour toucher tous ceux qui l'aimaient, et comment sa guérison serait également un cadeau pour eux ainsi que pour elle-même. Le mariage eut lieu par un matin d'hiver cristallin dans la chapelle privée du duc, sur les terres de son domaine secondaire, une cérémonie délibérément intime malgré son rang et l'attente sociale qu'un homme de sa position se marie avec toute la pompe et le faste que l'aristocratie anglaise pouvait rassembler. Mais le duc avait été inflexible dans son insistance pour que ce jour n'appartienne qu'à eux et à ceux qui avaient vraiment soutenu Catherine pendant ces années d'exil de la bonne société,
et ainsi la petite chapelle de pierre, avec ses vitraux anciens et ses bancs de bois usés, ne contenait que 3 douzaines d'âmes, lorsque Catherine remonta l'allée au bras de sa tante âgée, vêtue de soie ivoire, qui captait la lumière du soleil d'hiver filtrant à travers les fenêtres et la transformait en quelque chose de lumineux. Elle ne portait pas de voile, car elle avait dit au duc qu'elle en avait fini de se cacher, et ses cheveux sombres étaient simplement coiffés avec des épingles à perles et une seule branche de rose de serre. Et alors qu'elle se dirigeait vers l'autel où il l'attendait en habit noir formel, elle ne ressentit aucune de l'incertitude tremblante qui avait caractérisé une si grande partie de sa vie au cours des 7 dernières années, mais plutôt une certitude calme qui semblait s'enraciner dans ses os mêmes, et lorsque ses yeux rencontrèrent les siens à travers la distance de l'allée, elle vit que les siens brillaient déjà de larmes non versées. Cet homme redoutable qui avait affronté 7 adversaires à l'aube sans sourciller, maintenant bouleversé par la vue d'elle, marchant vers lui pour lui promettre sa vie. La cérémonie elle-même fut profondément émouvante dans sa simplicité. Les mots familiers du service anglican, prononcés par un évêque qui connaissait le duc depuis l'enfance et qui avait accepté de célébrer le mariage malgré les sourcils levés de ses pairs, et lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, Catherine et le duc avaient tous deux des larmes coulant ouvertement sur leurs visages, car ils comprenaient mieux que la plupart ce que ces promesses signifiaient, combien ils se confiaient l'un à l'autre, comment cette déclaration publique était à la fois une fin de ce qui avait été et un début de ce qui serait. Et lorsque l'évêque les prononça mari et femme, et que le duc embrassa sa mariée avec une tendresse exquise, la petite congrégation éclata en applaudissements qui résonnèrent contre les murs de pierre. Le petit déjeuner de noces eut lieu dans le grand hall du domaine, une pièce décorée de verdure et de roses blanches, et chauffée par d'immenses cheminées, et Catherine s'assit à la table d'honneur à côté de son mari. Son mari, pensa-t-elle avec émerveillement, et regarda leurs invités célébrer avec une joie sincère, plutôt qu'avec la politesse forcée qui avait caractérisé tant de rassemblements sociaux qu'elle avait endurés. Et lorsque le duc se leva pour porter un toast à sa mariée, il dit à l'assemblée que Catherine était la personne la plus courageuse qu'il ait jamais connue, que sa dignité tranquille face à une cruauté injuste lui avait appris ce que signifiait la vraie noblesse, et qu'il considérait comme le plus grand honneur de sa vie qu'elle ait consenti à être sa femme. Et Catherine pleura de nouveau en s'entendant décrire non pas comme ruinée, endommagée ou chanceuse d'avoir été sauvée, mais comme digne, courageuse et honorable. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, ils partirent pour Thornfield Park dans la calèche du duc, enveloppés dans des manteaux de voyage doublés de fourrure contre le froid de l'hiver. Et Catherine regarda le paysage gelé défiler par les fenêtres et s'émerveilla de la transformation de sa situation, qu'elle était maintenant la duchesse de Thornfield, voyageant vers sa nouvelle demeure, que l'homme à côté d'elle, qui lui tenait la main, était son mari, qu'elle était aimée, chérie et valorisée d'une manière qu'elle avait autrefois cru à jamais hors de sa portée. Et lorsque le duc porta sa main à ses lèvres et lui baisa les doigts, elle le regarda avec des yeux qui ne contenaient plus d'ombre de doute, mais seulement la lumière claire de l'acceptation et de la joie. Les premières semaines de mariage à Thornfield Park se déroulèrent comme l'éclosion progressive d'une fleur trop longtemps privée de soleil, et Catherine découvrit que devenir la duchesse de Thornfield ne signifiait pas simplement acquérir un titre, mais plutôt endosser un rôle que son mari semblait véritablement déterminé à partager avec elle, plutôt qu'à lui imposer, car dès leur premier matin réveillés ensemble dans les grands appartements ducaux, la lumière d'hiver filtrant à travers les fenêtres à meneaux,
il lui fit comprendre qu'il voulait son avis dans toutes les décisions concernant leur maisonnée et leur domaine, la consultant sur des questions que la plupart des hommes de son rang auraient considérées bien au-delà de la sphère appropriée d'une épouse. La tendresse du duc en privé fut une révélation qui laissa Catherine à bout de souffle d'émerveillement. Cet homme qui maintenait une réputation si redoutable en société, et dont le nom était encore prononcé avec un respect prudent après les 7 duels qu'il avait menés pour son honneur, devenait dans leur chambre privée un mari d'une douceur exquise, qui la touchait comme si elle était précieuse, au-delà de toute mesure, et lui parlait avec une franchise qui lui fit comprendre à quel point il avait démantelé ses propres murs pour l'inviter dans les chambres les plus intimes de son cœur, et leur intimité physique croissante n'était pas rendue comme une conquête ou un simple devoir, mais comme une exploration mutuelle de la confiance et du désir qui fit comprendre à Catherine pour la première fois que son corps n'était pas quelque chose de honteux ou de ruiné, mais plutôt une source de joie et de connexion. Pourtant, son adaptation à la vie de maîtresse d'un grand domaine apporta son propre lot de défis, et elle rencontra son premier véritable test lorsque l'intendant du domaine, un homme nommé Hoskins, qui avait servi la famille du duc pendant 30 ans, vint la voir avec un rapport trimestriel et se mit à expliquer les choses sur le ton simplifié et condescendant que l'on pourrait utiliser avec un enfant, supposant clairement que la nouvelle duchesse serait une figure décorative sans réelle autorité ni intelligence. Et Catherine sentit la vieille honte familière commencer à monter avant de se souvenir qu'elle n'était plus la jeune fille ruinée d'Ashwood Hall, mais plutôt l'épouse d'un homme qui avait prouvé à plusieurs reprises qu'il appréciait sa valeur. Lorsque le duc revint de sa chevauchée sur les Dotsland, limite du domaine cet après-midi-là, Catherine lui parla discrètement de la manière de l'intendant, s'attendant peut-être à ce qu'il parle en privé à Hoskins. Mais au lieu de cela, il convoqua immédiatement l'homme dans son bureau et l'informa avec une précision glaciale que la duchesse avait pleine autorité sur toutes les questions domestiques et une contribution substantielle aux décisions du domaine, que sa parole devait être reçue comme équivalente à celle du duc lui-même, et que toute condescendance future entraînerait un licenciement immédiat, indépendamment des années de service. Et Hoskins quitta le bureau, le visage pâle, tandis que Catherine, témoin de cette défense, sentit quelque chose de puissant se déployer en elle, la reconnaissance qu'elle ne survivait plus seulement, mais qu'elle s'épanouissait réellement, qu'elle avait autorité et pouvoir d'action, et le soutien total d'un homme qui refusait de laisser quiconque, même des serviteurs de longue date, la diminuer. Les semaines passèrent en une accumulation progressive de tels moments, chacun s'appuyant sur le précédent, jusqu'à ce que Catherine réalise avec une clarté saisissante, un soir, assise à côté de son mari à examiner des rapports agricoles, qu'elle n'était pas seulement aimée, mais véritablement chérie, qu'il sollicitait son opinion parce qu'il appréciait son esprit, qu'il touchait sa main sur le bureau parce que sa présence lui apportait de la joie, et qu'elle avait en quelque sorte franchi un seuil invisible, passant de la jeune fille qui se croyait indigne d'amour à une femme qui apprenait à l'accepter comme son droit naturel. Le printemps arriva à Thornfield Park comme une bénédiction, apportant avec lui l'éclosion des fleurs de cerisier dans le verger et le retour des oiseaux chanteurs dans les chênes anciens qui bordaient l'allée. Et alors que la saison tournait, Catherine et le duc se préparaient à assister à leur première grande saison mondaine londonienne, en tant que couple marié, une perspective qui remplit Catherine d'émotions complexes qu'elle n'avait pas anticipées. Car bien qu'elle fût maintenant la duchesse de Thornfield et assurée de la dévotion de son mari, la pensée d'affronter la société dans les salles de bal même où l'on avait autrefois chuchoté
et eut pitié d'elle, ravivait de vieux souvenirs qu'elle avait cru enfin enterrés. Pourtant, lorsqu'ils arrivèrent à leur hôtel particulier de Londres et commencèrent à accepter les invitations aux événements les plus prestigieux de la saison, Catherine découvrit que tout avait changé de manière à la fois subtile et profonde, car elle n'entrait plus dans les salles de bal en tant que la ruinée Lady Catherine Sinclair se cachant à la périphérie, mais plutôt en tant que Sa Grâce, la duchesse de Thornfield, au bras d'un homme dont la réputation et l'histoire récente avaient rendu abondamment clair que tout manque de respect envers sa femme serait accueilli par des conséquences immédiates et sans compromis. Et la transformation dans la manière dont la société la traitait était si complète qu'elle en était presque désorientante. Lors de leur premier grand bal à Devonshire House, Catherine monta le grand escalier à côté de son mari et sentit le poids de centaines de regards sur eux, mais au lieu du mépris ou des regards apitoyés qu'elle avait autrefois endurés, elle ne vit que déférence et respect prudent, et alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la cohue des invités, les gens s'écartaient pour leur laisser le passage et la saluaient de révérence et de salut, qui reconnaissait son rang, mais aussi, elle le sentait, le soin particulier requis lorsqu'on s'adressait à la femme pour qui le redoutable duc de Thornfield s'était battu en 7 duels pour défendre son honneur. Le moment le plus significatif de la soirée survint lorsque Lady Beatrice Holwell, dont la cruelle comparaison de Catherine à des biens de seconde main, avait conduit son frère à affronter le duc à l'aube et à recevoir une balle dans le bras, s'approcha de Catherine près des tables de rafraîchissement, avec une expression de contrition étudiée, et offrit, ce qui se voulait clairement, des excuses obséquieuses, parlant sur des tons mielleux de la façon dont elle avait été mal comprise. Comment elle avait toujours admiré la grâce de Catherine, comment elle espérait qu'elle pourrait laisser les malentendus passer derrière elle et peut-être même devenir amie. Catherine écouta cette performance avec un sang-froid qui la surprit elle-même, et lorsque Lady Béatrice se tut enfin, Catherine répondit avec une grâce froide qui n'était ni cruelle ni accueillante, la remerciant pour ses paroles, mais ne faisant aucune promesse d'amitié ou d'intimité future. Son ton parfaitement poli, mais contenant une qualité indubitable de rejet, qui indiquait clairement qu'elle avait dépassé le besoin ou la recherche de l'approbation des femmes qui l'avaient autrefois méprisée, et alors que Lady Béatrice se retirait d'un pas incertain, Catherine sentit la main de son mari se poser chaleureusement au creux de son dos et se tourna pour le trouver en train de la regarder avec une expression de fierté indubitable. Cette nuit-là, alors qu'ils retournaient à leur hôtel particulier dans l'obscurité d'avant l'aube, Catherine, assise à côté de son mari dans leur calèche, lui dit doucement qu'elle était enfin, vraiment, libérée de la honte qu'elle avait portée pendant 7 ans, que ce soir, en traversant ces salles de bal, elle n'avait ressenti aucun écho de l'ancienne douleur, aucune croyance résiduelle en sa propre indignité, et alors que des larmes glissaient sur ses joues, elle réalisa que c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude plutôt que de chagrin, car on lui avait offert le plus rare des cadeaux, non pas le sauvetage de sa situation, mais plutôt la croyance constante et inébranlable d'une autre personne, jusqu'à ce qu'elle apprenne à croire en elle-même. 2 années s'étaient écoulées depuis que Catherine était devenue la duchesse de Thornfield, et pendant ce temps, elle s'était transformée d'une femme apprenant à accepter sa propre valeur en une personne pleinement établie à la fois dans sa position et dans son sentiment d'identité, respectée dans toute la société, non seulement pour son rang, mais aussi pour l'intelligence et la compassion qu'elle apportait à chaque entreprise. Et elle avait découvert en elle une vocation qui donnait un sens profond à sa nouvelle vie. Elle était devenue une avocate discrète mais déterminée pour d'autres femmes,
confrontés à la ruine sociale, leur offrant un emploi dans sa maisonnée ou sur les domaines ducaux, fournissant des lettres de recommandation qui portaient le poids de sa position, et créant des opportunités de rédemption que la société leur aurait autrement refusées, car elle comprenait intimement ce que signifiait être jugée irrémédiable, et refusait de laisser d'autres femmes subir ce sort, alors qu'elle possédait le pouvoir d'intervenir. Le symbole le plus visible de sa transformation et de son bonheur était l'enfant dont elle et le duc avaient été bénis, une fille nommée Éléanore, qui avait hérité des yeux sombres de son père et de l'esprit doux de sa mère. Et par un après-midi, doré de fin d'été, Catherine se tenait à la fenêtre de la nurserie, regardant une scène qui remplissait son cœur d'une telle plénitude qu'elle pouvait à peine respirer. Son redoutable mari, le duc, qui s'était battu en 7 duels pour défendre son honneur, et dont le nom était encore prononcé avec un respect prudent dans toute l'Angleterre, était étendu sur le tapis de leur salon privé, leur fille de 2 ans grimpant sur lui avec un plaisir intrépide, son rire profond se mêlant aux éclats de rire joyeux d'Éléanore, alors qu'il prétendait être un cheval, ou peut-être un dragon vaincu par une courageuse princesse. Et Catherine s'émerveillait de la façon dont sa vie avait été complètement transformée depuis ses jours d'automne gris à Ashwood Hall, où elle s'était crue destinée à un isolement et à une honte permanents. Sa tante âgée était venue lui rendre visite d'Ashwood Hall, que Catherine avait hérité sur l'insistance de sa tante pour que le domaine lui revienne dans le cadre de son contrat de mariage, et alors que les 2 femmes prenaient le thé ensemble dans la véranda, sa tante tendit la main pour serrer celle de Catherine, les larmes aux yeux, et parla de miracle, de n'avoir jamais osé espérer que sa nièce bien-aimée trouverait un tel bonheur après l'abandon cruel qui avait défini tant d'années de sa jeunesse. Mais Catherine corrigea doucement cette caractérisation avec des mots qu'elle en était venue à croire de tout son cœur. « Ce n'était pas un miracle, expliqua-t-elle, mais plutôt le résultat d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait sa vraie valeur et refusait de laisser le monde la diminuer, qui avait cru en elle avec une conviction si inébranlable qu'elle avait finalement appris à croire en elle-même. Et bien que les 7 duels qu'il avait menés aient certainement déclaré ses intentions à la société, la véritable transformation s'était produite dans des moments plus calmes, dans des conversations sur des terrasses et dans des jardins, dans l'accumulation constante de respect et de tendresse qui avait progressivement reconstruit ce que la cruauté avait détruit, jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa valeur n'avait en réalité jamais été diminuée par l'abandon du vicomte Hartley ou le jugement de la société. Elle avait seulement été obscurcie, attendant que quelqu'un, avec une vision assez claire, voie ce qui avait toujours été là. 5 années s'étaient écoulées depuis que le duc de Thornfield avait mené son 7e et dernier duel, et par un après-midi chaud de fin de printemps, Catherine se tenait dans le jardin de Thornfield Park, regardant son mari enseigner à leur fille Éléanore comment identifier les diverses herbes poussant dans les parterres médicinaux, ses grandes mains balafres et douces, alors qu'il guidait les petits doigts de l'enfant pour toucher les feuilles tendres de la lavande et respirer son parfum apaisant. Et tandis que Catherine observait cette scène de tranquillité domestique, elle réfléchissait à la transformation complète de leur vie depuis ces jours d'automne tendu, où la société chuchotait sur la ruinée Lady Catherine Sinclair, et se demandait ce que le redoutable duc pouvait bien vouloir d'une marchandise avariée. Et elle comprenait maintenant avec une clarté parfaite ce que les 7 duels avaient vraiment représenté. Non pas la violence pour la violence, ou même principalement pour défendre son honneur de manière abstraite, mais plutôt un homme prêt à défier un monde injuste pour la femme qu'il aimait,
prêt à dire par des actions délibérées qu'il ne tolérerait pas une société qui diminuait sa valeur ou laissait la cruauté sans réponse, eh bien qu'elle eût été initialement horrifiée par l'effusion de sang et convaincue qu'elle ne valait pas une défense aussi spectaculaire, elle en était progressivement venue à comprendre que sa valeur n'avait en réalité jamais été mise en doute, sauf dans son propre cœur blessé, car le duc avait vu, dès leur première rencontre, de l'autre côté de cette salle d'assemblée, exactement ce qu'elle était, une femme d'une force et d'une dignité tranquille, qui avait survécu au jugement, et en était sortie intacte, malgré toutes les raisons, de devenir amère et petite. Le monologue intérieur de Catherine, alors qu'elle regardait sa famille sous la lumière tachetée du soleil, reconnaissait une vérité qu'elle avait apprise lentement. Au cours de ses années de mariage, elle n'avait pas appris sa valeur grâce à la défense du duc, aussi puissant que ses gestes aient été, mais plutôt grâce à sa foi inébranlable en elle, une foi si constante et si inébranlable qu'elle avait progressivement érodé sa propre conviction d'indignité jusqu'à ce qu'elle puisse enfin se voir comme il l'avait toujours vue, précieuse, forte, méritant l'amour, le respect et tout le bonheur, et elle comprenait maintenant que c'était là le véritable cadeau qu'il lui avait fait, non pas le sauvetage de sa situation, mais plutôt une foi patiente, jusqu'à ce qu'elle puisse croire en elle-même. Et alors qu'Éléonore courait vers sa mère avec une poignée de brins de lavande, et que le duc suivait avec ce sourire particulier qu'il réservait uniquement à sa famille, Catherine ressentit un tel contentement qu'elle pouvait à peine le contenir, car elle avait trouvé non seulement l'amour, mais la rédemption, non seulement un mari, mais un partenaire qui s'était battu pour elle dans tous les sens du terme, jusqu'à ce que le monde se plie pour accommoder la vérité qu'il avait toujours connue. Cher auditeur, peut-être avez-vous aussi connu ce que signifie être jugé par les autres et trouver en défaut, porter une honte qui n'a jamais été vraiment la vôtre, croire aux évaluations cruelles d'un monde qui mesure la valeur selon des normes arbitraires et montre peu de pitié à ceux qui ne parviennent pas à atteindre des idéaux impossibles. Et si tel est le cas, alors sachez que l'histoire de Catherine n'est pas simplement une romance historique, mais plutôt un rappel que nous ne sommes pas définis par l'incapacité des autres à voir notre valeur, que la vraie valeur existe indépendamment de la reconnaissance ou de la validation, et que les relations les plus transformatrices sont celles dans lesquelles nous sommes vus complètement, défauts, cicatrices et histoires compliquées inclus, et aimer, non pas malgré ces choses, mais en tant qu'êtres complets que nous sommes. Car nous méritons tous quelqu'un qui se battra pour nous, que ce soit par des gestes spectaculaires ou des choix quotidiens discrets. Quelqu'un qui refuse d'accepter le rejet de notre valeur par le monde et croit en nous avec une telle conviction que nous finissons par apprendre à croire en nous-mêmes. Le courage qu'il faut pour accepter l'amour quand on vous a appris que vous en êtes indigne ne peut être sous-estimé, car il exige de démanteler des murs soigneusement construits et de risquer l'abandon même que vous avez appris à attendre. Mais c'est dans cette vulnérabilité courageuse que nous trouvons notre véritable moi et notre paix la plus profonde, et ainsi puissiez-vous trouver, comme Catherine, que la honte que vous portez n'est pas une tâche permanente, mais plutôt une ombre temporaire qui se dissipe en présence d'un amour sincère, et puissiez-vous découvrir votre propre rédemption dans les yeux de quelqu'un qui voit au-delà des jugements de la société jusqu'à la vérité de qui vous êtes, et puissiez-vous vous reposer ce soir en sachant que vous aussi, vous êtes digne qu'on se batte pour vous, qu'on vous défende, qu'on vous chérisse, et par-dessus tout, qu'on vous aime profondément et durablement.